Certains crimes sont si choquants qu'ils défient la compréhension. Mais lorsqu'ils sont commis par des enfants, la salle d'audience devient une scène d'émotions brutes et de réactions troublantes. De l'indifférence implacable aux effondrements en larmes, ces moments révèlent le poids de la justice. Jetons un coup d'œil aux réactions choquantes des enfants condamnés face à leur peine. Jamarian Lawhorn. Le 4 août 2014, un crime qui semblait incompréhensible a secoué la ville de Kentwood, dans le Michigan. Jamarian Lawhorn, âgé de seulement 12 ans, a mortellement poignardé Connor Verkirka, âgé de 9 ans, dans une aire de jeu. Connor jouait avec son frère cadet et un groupe d'enfants lorsque Jamarian s'est approché, brandissant un couteau de cuisine qu'il avait pris chez lui. Sans avertissement ni provocation, il a attaqué Connor, le poignardant plusieurs fois dans le dos. Connor a réussi à courir jusqu'à chez lui, s'effondrant sur son perron alors que son frère cadet criait à l'aide. Malgré les efforts désespérés de ses parents pour le sauver, Connor a tragiquement succombé à ses blessures. Le crime était glaçant, non seulement par sa brutalité, mais aussi par son apparente gratuité. Jamarian et Connor ne se connaissaient pas. Au fur et à mesure que les détails de l'affaire se dévoilaient, il est devenu évident que le motif derrière l'acte était enraciné dans les circonstances personnelles éprouvantes de Jamarian. Élevé dans un foyer rempli d'abus et de négligence, Jamarian avait enduré des années de traumatismes physiques et émotionnels. Sa mère et son beau-père le battaient fréquemment, le laissant avec un profond sentiment de désespoir et d'isolement. Lorsqu'il a été interrogé, Jamarian a fait une confession stupéfiante. Il avait tué parce qu'il voulait être arrêté et éloigné de son foyer abusif. « Je voulais que quelqu'un m'éloigne de mon père », a-t-il dit aux enquêteurs. Cette déclaration tragique a mis en lumière les extrêmes auxquels un enfant consumé par le désespoir pourrait aller pour échapper à une vie de souffrance. Le procès de Jamarian Lawhorn au tribunal était une affaire profondément émotive et complexe. Au centre se trouvait un garçon de 12 ans qui avait commis un acte odieux, mais dont la vie avait été marquée par des abus incessants. Au début, Jamarian semblait calme et détaché pendant les audiences. Un contraste troublant avec le chagrin brut affiché par la famille de Connor Verkirka, alors que le témoignage sur son éducation était présenté. Cependant, le comportement de Jamarian a commencé à changer. Les témoins ont raconté les coups et la négligence qu'il avait subis de la part de sa mère et de son beau-père. L'un des moments les plus poignants est survenu lorsque la mère de Jamarian a témoigné. Elle a admis frapper régulièrement son fils et a reconnu que son beau-père avait également été violent. Ces paroles ont dépeint un tableau d'un foyer plongé dans la dysfonction, où les appels à l'aide de Jamarian restaient sans réponse. La famille de Connor, quant à elle, était résolue dans sa demande de justice. Leurs témoignages déchirants sur la vie de Connor et le vide laissé par sa mort ont ajouté un poids accablant au procès. Le père de Connor, submergé par l'émotion, a supplié le tribunal de tenir Jamarian responsable, décrivant la douleur inimaginable que leur famille avait endurée. Le moment le plus marquant du procès est survenu lors de la condamnation. Jamarian, qui avait maintenu un visage stoïque pendant une grande partie des procédures, a finalement éclaté en sanglots. La réalité de ses actions et l'impact qu'elles avaient eu sur les deux familles semblait enfin s'imposer à lui. C'était un moment poignant qui capturait la tragédie profonde de l'affaire. Un jeune garçon qui avait causé une douleur incommensurable pour échapper à sa souffrance. Étant donné l'âge de Jamarian Lawhorn et les circonstances entourant le crime, le tribunal a dû prendre une décision difficile. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, mais condamné à un établissement pour mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans. Avec un accent sur la réhabilitation. La sentence reconnaissait la gravité de son crime, tout en abordant les problèmes sous-jacents de maltraitance et de négligence qui avaient façonné ses actions. Jamarian a été placé dans un environnement hautement structuré où il a reçu une thérapie et un accompagnement pour traiter son traumatisme. Les rapports de l'établissement ont noté sa participation active à ces programmes, ainsi que ses progrès en matière académique et comportementale. Malgré ces progrès, des questions subsistent quant à savoir si l'intervention est arrivée trop tard. Nathan Jouet. Le 28 août 2017, la paisible ville de Clovis, au Nouveau-Mexique, a été bouleversée par un acte de violence impensable. Nathan Jouet, un lycéen de 16 ans en seconde, est entré dans la bibliothèque publique Clovis Carver, armé de 2 pistolets. Ce qui a suivi était une attaque insensée et dévastatrice qui a fait 2 morts et 4 blessés.
Les victimes comprenaient des employés de la bibliothèque et des usagers qui vaquaient à leurs occupations dans ce qui aurait dû être un espace sûr. L'attaque de Jouet était alimentée par de profondes luttes émotionnelles. Dans les mois précédant la fusillade, il luttait contre une dépression sévère et des pensées suicidaires. Des témoins ont ensuite décrit comment il avait exprimé des sentiments de désespoir et de colère, allant même jusqu'à discuter de son désir de mourir par suicide par policier. Selon les déclarations de Jouet, il avait initialement l'intention de se suicider, mais a plutôt décidé de s'en prendre à d'autres dans ce qu'il a décrit comme un moment de rage aveugle. Pendant la frénésie, Jouet n'a montré aucune hésitation. Il a ouvert le feu de manière indiscriminée, tuant 2 bibliothécaires, Wanda Walters et Christina Carver, et blessant 4 autres personnes. La bibliothèque est rapidement devenue une scène de chaos alors que les usagers tentaient de fuir les coups de feu. Les premiers intervenants sont arrivés en quelques minutes, appréhendant Jouet sans autre incident. L'attaque a eu un impact profond sur la communauté de Clovis, qui a eu du mal à réconcilier cet acte violent. Avec l'image d'un jeune homme que beaucoup décrivaient comme poli et doux. Les camarades de classe et les enseignants de Jouet ont exprimé leur choc, racontant comment il avait été impliqué dans des activités de l'église et semblait chercher de l'aide pour ses difficultés. Cependant, derrière cette façade se cachait un adolescent aux prises avec des problèmes de santé mentale non traités, qui ont finalement abouti à une tragédie. Le procès de Nathan Jouet a été marqué par une émotion brute et des questions difficiles sur la responsabilité. Jouet, plaidé coupable des accusations, a fait face aux familles des victimes en audience bondée. Dans une déclaration en larmes lors de la condamnation, Jouet a exprimé un profond remords pour ses actes. Je ne peux pas imaginer ce que certains d'entre vous ont traversé et continuent de traverser. À tous ceux qui ont fait une déclaration et se sont présentés, je veux vous remercier, car je sais que cela a été difficile pour vous. Le public dans la salle d'audience a eu des réactions mitigées face aux excuses de Jouet. Certains membres des familles des victimes ont trouvé ces mots creux, affirmant qu'aucune excuse ne pourrait jamais ramener leurs proches. D'autres ont reconnu son remords, mais ont estimé que cela n'excusait pas les conséquences dévastatrices de ses actes. Peut-être que le moment le plus poignant est venu lorsque la mère de l'un des bibliothécaires décédés a parlé directement à Jouet. En larmes, elle lui a dit « Tu as pris ma fille et tu as pris ma meilleure amie. J'espère que tu y penseras chaque jour pour le reste de ta vie. » Jouet écoutait attentivement, son visage un mélange de culpabilité et d'angoisse. Le poids émotionnel du procès a été accentué par les témoignages sur l'état mental de Jouet avant l'attaque. Ses avocats de la défense ont soutenu que sa dépression sévère et le manque de soins de santé mentale adéquats ont joué un rôle significatif dans la tragédie. Les procureurs, cependant, ont soutenu que, malgré ses difficultés, il avait fait le choix de commettre un acte de violence prémédité et devait être tenu pleinement responsable. Nathan Jouet a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, y compris 2 chefs de meurtre au premier degré, 4 chefs de coups et blessures aggravées et de falsification de preuves. Le juge l'a condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive, garantissant qu'il passerait le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, il a reçu 40 ans pour les accusations de coups et blessures aggravées, soulignant la gravité de ses actes. La sentence a apporté un sentiment de clôture pour certains, mais pour d'autres, elle a soulevé des questions persistantes sur la manière de prévenir de telles tragédies. Le cas de Jouet a mis en lumière les conséquences dévastatrices des problèmes de santé mentale non traités chez les adolescents. Beaucoup se sont demandé si une intervention plus précoce ou des ressources de santé mentale plus robustes auraient-ils pu sauver des vies ce jour-là, y compris celle de Jouet. Nathan. Le 17 septembre 2012, un crime odieux a choqué la petite communauté de Sheboygan, dans le Wisconsin. Nathan Pape, 13 ans, et son ami Antonio Barbeau, 13 ans, ont brutalement assassiné l'arrière-grand-mère de Barbeau, Barbeau Olson, âgé de 78 ans, dans sa propre maison. Les 2 adolescents ont élaboré le plan de tuer Olson dans l'espoir de voler de l'argent pour financer leurs escapades. Le meurtre était prémédité et choquant de calcul. Les garçons se sont armés d'une hachette et d'un marteau, entrant dans la maison d'Olson sous le prétexte d'une visite amicale. Une fois à l'intérieur, ils ont attaqué Olson sans pitié, la frappant plusieurs fois avec les armes après s'être assuré qu'elle était morte. Le duo a volé de la petite monnaie, une petite somme d'argent et ses bijoux. Pour brouiller les pistes. Pape et Barbeau ont tenté de mettre en scène la scène pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné.
Ils ont chargé les objets volés dans la voiture d'Olson et ont abandonné le véhicule dans un parking à proximité. Cependant, leur plan s'est rapidement effondré lorsque la famille de Barbeau a commencé à suspecter son comportement et a appelé la police. En quelques jours, les deux garçons ont avoué le crime et la communauté a été laissée à se débattre avec la réalité choquante de leurs actions. L'absurdité du meurtre, tuer une femme âgée bien aimée pour un gain si trivial, a attiré une attention intense sur l'affaire. Cela a également soulevé des questions difficiles sur l'influence de la pression des pères, la capacité de violence chez les jeunes adolescents et comment le système judiciaire devrait traiter les délinquants juvéniles qui commettent de tels actes horribles. Le procès de Nathan Pape a été marqué par un regret visible et des démonstrations émotionnelles dans la salle d'audience. Alors qu'Antonio Barbeau semblait froid et détaché pendant une grande partie des procédures, le comportement de Pape était nettement différent. Il semblait souvent accablé, son visage marqué par la culpabilité et le chagrin. Lors de son témoignage, Pape a exprimé un profond remords pour ses actions. Sa voix s'est brisée alors qu'il décrivait comment il avait suivi l'exemple de Barbeau, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention que le plan se termine par un meurtre. Les témoignages des membres de la famille d'Olson ont ajouté au poids émotionnel du procès. Ses proches l'ont décrite comme une femme gentille et aimante, qui avait toujours fait tout son possible pour aider les autres, y compris son arrière-petit-fils. Ils ont exprimé leur incrédulité et leur colère qu'un acte aussi violent puisse provenir de deux garçons si jeunes. Le regret visible de Pape contrastait avec le manque d'émotion glaçant de Barbeau. Les procureurs ont soutenu que bien que Pape ait pu être influencé par Barbeau, il avait néanmoins joué un rôle actif dans le crime et devait être tenu pleinement responsable. La défense, cependant, a souligné son jeune âge et sa suggestibilité, suggérant qu'il était un suiveur plutôt qu'un leader. Malgré ses remords, Nathan Pape a été reconnu coupable d'homicide intentionnel au premier degré. Selon la loi du Wisconsin, les mineurs accusés d'un tel crime sont automatiquement jugés comme des adultes. Le juge a condamné Pape à la réclusion à perpétuité, avec la possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Cela signifiait qu'il ne serait pas éligible à la libération avant d'avoir atteint la quarantaine, une perspective qui soulignait la gravité de ses actes. Lors de la condamnation, le juge a reconnu le regret apparent de Pape. Mais il a souligné la gravité du crime. « Vous avez fait un choix, Nathan », a dit le juge, et ce choix a eu des conséquences dévastatrices. La salle d'audience était silencieuse lorsque la sentence a été prononcée, beaucoup réfléchissant au gâchis tragique de la vie d'Olson. Depuis, le cas de Pape est devenu un point central dans les discussions sur la pression des pères et la responsabilité des délinquants juvéniles. Les experts, analysant l'affaire, ont noté comment la volonté de Pape de suivre l'exemple de Barbeau démontrait les dangers des dynamiques de groupe, en particulier parmi les adolescents impressionnables. Bien que Pape ait exprimé des regrets et des remords, le fait demeurait qu'il avait activement participé au meurtre brutal. Kyle, colère. Le 18 octobre 2017, un groupe de 5 adolescents dans le Michigan a transformé une farce apparemment inoffensive en une tragédie mortelle. Kyle Angers, 17 ans. McAdam Pape, 16 ans. Trevor Gray, 15 ans. Alexander Miller, 15 ans. Et Mark Sikielski, 15 ans, se sont rassemblés sur un pont de l'Interstate 75 près de Flint, Michigan. Ils ont commencé à lancer des pierres sur les véhicules qui passaient, un acte imprudent qu'ils considéraient comme une farce. La situation a dégénéré lorsque Kyle Anger a lancé une pierre de 6 livres qui a traversé le pare-brise d'une camionnette, frappant Kenneth White, 32 ans, à la poitrine et à la tête. White, qui rentrait chez lui après le travail, est mort instantanément d'un traumatisme contondant. Le conducteur du véhicule s'est arrêté et a appelé le 911, mais c'était trop tard. La mort de White a laissé sa fiancée et leur jeune enfant dévastés, et la nature insensée du crime a provoqué une onde de choc dans la communauté locale. Les enquêteurs ont rapidement relié les adolescents à l'incident grâce aux témoins et aux preuves sur les lieux. Le groupe a été arrêté le lendemain et a avoué ses actes. Les autorités ont découvert que les adolescents avaient jeté plus de 20 objets du pont ce soir-là, y compris un pneu et d'autres débris. Bien qu'ils aient affirmé ne pas avoir eu l'intention de blesser qui que ce soit, la gravité de leurs actions était indéniable. L'affaire a mis en lumière les conséquences de l'insouciance juvénile et l'impact dévastateur qu'un tel comportement peut avoir sur des vies innocentes. La famille de Kenneth White, en particulier,
avaient du mal à comprendre comment un groupe d'adolescents pouvait s'engager dans un acte aussi dangereux sans considérer les conséquences potentielles. Les procédures judiciaires étaient chargées d'émotions, alors que les adolescents faisaient face à des accusations de meurtre au second degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de destruction malveillante de biens. Leur âge et la nature du crime ont suscité des débats sur la question de savoir s'ils devaient être jugés comme des adultes ou des mineurs. Pendant le procès, les adolescents ont montré une gamme d'émotions. Kyle Unger, identifié comme celui qui a lancé la pierre fatale, semblait visiblement ébranlé et plein de remords. Dans une déclaration lors de la condamnation, il a fondu en larmes, disant « Je ne peux qu'espérer que la famille et la communauté de M. White pourront me pardonner. » Ces paroles, cependant, ont offert peu de réconfort à la famille endeuillée de Kenneth White. La fiancée de White, Amy Cayley, a livré une déclaration d'impact sur la victime déchirante. En larmes, elle a décrit la douleur de perdre son partenaire et les défis de l'élever leur enfant sans lui. « J'ai dit à mon fils que son papa était parti et ne reviendrait pas à la maison. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon fils, il n'a pas compris. Et les médecins de l'esprit n'ont pas pu réparer son papa. » La salle d'audience a également entendu les familles des adolescents qui ont exprimé leur incrédulité et leur chagrin face à la tragédie. Les parents de Kyle Unger et de ses co-accusés ont plaidé pour la clémence, arguant que les actions de leurs enfants étaient irréfléchies mais non malveillantes. Leurs témoignages émouvants ont souligné la double tragédie de l'affaire, la perte d'une vie innocente et les avenirs ruinés de 5 jeunes garçons. L'accusation a souligné l'imprudence des actions des adolescents, en particulier la décision de Kyle Unger de lancer la pierre la plus lourde. Ils ont soutenu que les adolescents savaient que leurs actions étaient dangereuses et ont continué malgré tout. Les avocats de la défense ont répliqué en soulignant l'immaturité des adolescents et leur manque de compréhension des conséquences potentielles de leurs actions. Finalement, le tribunal a prononcé des peines variées en fonction du niveau d'implication des adolescents. Kyle Unger, étant le plus âgé et celui qui a lancé la pierre fatale, a reçu la peine la plus sévère de 39 mois à 20 ans de prison. Les 4 autres adolescents qui ont joué des rôles de soutien ont été condamnés à la probation et à un service communautaire obligatoire, avec la possibilité d'effacer leur casier judiciaire s'ils terminaient leur peine sans autres incidents. La sentence a suscité des réactions mitigées. La famille de Kenneth White a exprimé sa frustration, estimant que justice n'avait pas été pleinement rendue. Kyle pourra rentrer chez lui un jour. Pendant ce temps, les défenseurs de la réforme de la justice pour mineurs ont considéré les peines des adolescents plus jeunes comme appropriées, soulignant la nécessité de la réhabilitation plutôt que de la punition pour les mineurs. Rachel Schaeff et Shelia Eddy. Le meurtre choquant de Skylar Neese par ses meilleurs amis Rachel Schaeff et Shelia Eddy a secoué la petite ville de Star City, en Virginie occidentale. En apparence, les 3 filles semblaient inséparables, partageant un lien étroit alors qu'elles affrontaient les défis du lycée. Cependant, sous cette façade, des tensions couvaient, culminant finalement en trahison et en tragédie. Dans la nuit du 5 juillet 2012, Rachel et Shelia ont attiré Skylar, âgée de 16 ans, hors de chez elle sous le prétexte d'une virée nocturne. Elles l'ont prise en voiture, l'ont conduite dans une zone reculée en Pennsylvanie et, sans avertissement, l'ont attaquée. Schiller s'est battu désespérément pour sa vie, mais les 2 filles l'ont maîtrisé, la poignardant à plusieurs reprises. Ces derniers mots auraient été une supplication. Pourquoi? Le mobile derrière le meurtre reste effroyablement trivial. Rachel a ensuite avoué que le duo ne voulait tout simplement plus être ami avec Schuyler. Leur décision de la tuer plutôt que de s'éloigner naturellement a stupéfié les enquêteurs et la communauté. Après s'être débarrassées du corps de Skylar et avoir tenté de dissimuler leurs traces, les filles sont rentrées chez elles, continuant leur vie comme si de rien n'était. Pendant des mois, Shelia a joué le rôle de l'amie en deuil, postant des messages émouvants sur Skylar sur les réseaux sociaux et participant même aux recherches. Rachel, cependant, a eu du mal à maintenir la mascarade. Sa culpabilité croissante l'a finalement conduite à une confession complète, en janvier 2013, ce qui a révélé la vérité sur le meurtre. L'aveu de Rachel a non seulement choqué la famille Neese, mais a également révélé l'implication froide et calculée de Shelia. Les procédures judiciaires étaient chargées d'émotions, alors que Rachel Schaeff et Shelia Eddy faisaient face à la justice pour leur rôle dans le meurtre de Skylar.
Le comportement de Rachel pendant le procès contrastait fortement avec celui de Shelia. Alors que Rachel semblait pleine de remords, éclatant souvent en sanglots, Shelia restait stoïque et impénitente, son attitude froide troublant ceux présents. Dans un moment fort du procès, Rachel a avoué ses actes en larmes. Sa confession émotive, bien que déchirante, n'a guère atténué la douleur des parents de Skylar, qui la considéraient comme tout aussi coupable. Le père de Skylar, Dave Neace, a prononcé une déclaration d'impact sur la victime déchirante. S'adressant à la cour, il a dit « Vous ne pouvez jamais comprendre la douleur d'enterrer votre enfant. » Soph va constamment passer sa vie à manipuler et à mentir pour se sortir des ennuis. Et malheureusement, cette fois, elle a encore une fois fait quelque chose qu'elle ne peut pas réparer. Ces mots ont mis en lumière le profond chagrin et la trahison que la famille Neace a enduré. Rachel Schuff et Shelia Eddy ont toutes deux été accusées de meurtre au premier degré. En échange de sa coopération et de sa confession, Rachel a obtenu un accord de plaidoyer aboutissant à une peine de 30 ans de prison. Shelia, qui n'a pas coopéré avec les autorités, a reçu une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. La sentence a apporté une certaine clôture à la famille de Schuyler, mais la douleur de leur perte demeure. La justice a été rendue, a déclaré Dave Neace, mais rien ne ramènera Schuyler. Depuis, la famille Neace s'est consacrée à défendre les droits des victimes et à sensibiliser à la violence chez les adolescents. L'affaire a suscité une large discussion sur la capacité de remords chez les jeunes meurtriers. Alors que l'effondrement émotionnel et la confession de Rachel suggéraient une culpabilité, la froideur de Shelia a laissé beaucoup de gens se demander si elle comprenait la gravité de ses actes. Les psychologues analysant l'affaire ont souligné le rôle de la pression des pairs et le manque de maturité émotionnelle dans la compréhension des conséquences. Martis Fuller. En mai 2019, Martis Fuller, un lycéen de 15 ans en seconde à Kenosha, Wisconsin, a mortellement abattu son ex-petite amie, Kaylee Juga. Le crime a choqué la communauté locale, soulignant les conséquences tragiques des conflits personnels non résolus et des comportements de contrôle dans les relations adolescentes. Fuller et Kaylee étaient en couple depuis plus d'1 an avant que leur relation ne devienne tumultueuse. Les amis et la famille ont rapporté que Fuller montrait des tendances contrôlantes, exigeant souvent de savoir où se trouvait Kaylee et tentant de l'isoler de son cercle social. Alors que les tensions s'intensifiaient, Kaylee a mis fin à la relation, mais Fuller a eu du mal à accepter sa décision. Le jour du meurtre, Fuller est entré dans la maison de la famille Juga, armé d'une arme volée. Il a tiré plusieurs fois sur Kaylee dans sa chambre avant de tirer sur sa mère, qui a survécu mais a subi de graves blessures. Fuller a pris la fuite, déclenchant une chasse à l'homme qui s'est terminée par son arrestation le lendemain. Le crime était à la fois prémédité et personnel, poussé par l'incapacité de Fuller à faire face au rejet, avec la salle d'audience remplie de partisans de la famille de Kaylee. Tout au long de la procédure, Fuller a gardé un comportement stoïque, montrant peu d'émotions visibles, alors que l'accusation détaillait les événements menant au meurtre. Son absence de remords, particulièrement en contraste avec le chagrin accablant exprimé par la famille Juga, a laissé une impression glaçante sur ceux présents. Le procès a inclus des témoignages déchirants des parents de Kaylee. Son père, dans une déclaration en larmes et pleine de peur, a raconté le moment dévastateur où il a appris sa mort. Il a dit, s'adressant directement à Fuller, « Vous nous l'avez enlevé et il n'y a pas de retour possible. » L'accusation a dressé un tableau effrayant du comportement contrôlant de Fuller, utilisant des messages textes et des témoignages de témoins pour illustrer la dynamique toxique de sa relation avec Kaylee. Les preuves ont montré un schéma de possessivité et de colère qui a culminé par la fusillade mortelle. Dans sa défense, l'équipe juridique de Fuller a tenté de plaider à cette famille avec laquelle j'ai autrefois partagé du temps et de l'amour. Honnêtement, je suis désolé pour la douleur que vous avez tous traversée, mais plus important encore, pour la perte de mon ex-petite amie Kaylee que j'aimais aussi. Mais je dois continuer à me déclarer innocent, parce que je le suis, et j'espère que vous pourrez tous voir un jour dans vos cœurs que je ne suis pas la personne que les médias ont dépeinte. Cependant, l'accusation a répliqué en soulignant la nature préméditée du crime, arguant que Fuller avait amplement l'occasion de reconsidérer ses actions, mais a choisi de ne pas le faire. Martis Fuller a été reconnu coupable d'homicide intentionnel au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Le juge, en prononçant la sentence, a souligné la nature calculée des actions de Fuller et le tort irréparable causé à la famille de Kaylee. Le juge a déclaré, en protégeant le public, en reconnaissant la gravité de ses actes, le tribunal ordonne que pour le chef d'accusation numéro 1, vous êtes condamné à la prison à vie sans possibilité de surveillance prolongée. Pour la famille de Kaylee, la sentence a apporté une certaine clôture, mais aucun réconfort. Rien ne la ramènera, a dit sa mère. Mais nous espérons que cela servira d'avertissement aux autres sur les dangers des relations toxiques et de la violence incontrôlée. L'affaire de Martis Fuller a suscité des discussions plus larges sur les signes avant-coureurs des relations abusives chez les adolescents. Les experts ont souligné l'importance de l'éducation et de l'intervention pour prévenir des tragédies similaires dans les écoles et les organisations communautaires de Kenosha. L'affaire de Martis Fuller et d'autres révèle l'impact dévastateur de la violence chez les adolescents, des familles brisées aux communautés dévastées. Ces cas soulignent l'importance de traiter les problèmes sous-jacents, tels que les relations toxiques et les problèmes de santé mentale non traités, pour prévenir de futures tragédies et soutenir les adolescents vulnérables avant que des dommages irréversibles ne se produisent. Si vous avez apprécié ces cas, faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et assurez-vous de regarder nos prochains affichés à l'écran.